Bienvenue dans ce webinaire qui est le début d'une série de webinaires qu'organise l'AMF en collaboration avec l'ANA pour expliquer aux maires et présidents d'intercommunalités adhérents de l'AMF les différents régimes d'aide et les accompagnements que propose l'ANA en matière d'habitat. Vous êtes nombreux aujourd'hui, donc l'idée est que nous allons regrouper l'ensemble des questions qui vont être posées dans le chat, l'ensemble des supports d'information qui seront diffusés par l'ANA seront disponibles avec ce webinaire sur le site de l'AMF afin que vous puissiez le revoir ou le proposer à vos collègues qui n'auraient pas pu être présents aujourd'hui. Donc, je me permets de me présenter. Nathalie Fourneau, je suis responsable du département aménagement des territoires à l'AMF. Donc, je suis avec Blaise Kermoal-Seabra qui s'occupe de logement à l'AMF. Et je me propose de passer la parole à notre coprésidente de la commission aménagement habitat de l'AMF, Véronique Pouzadou, maire de Ghana. Voilà. Allez-y. Bon, bonjour, merci Nathalie. Bonjour à tous. Alors, on est nombreux pour ce premier webinaire et avec l'équipe de l'AMF, dont Nathalie et Blaise sont présents, on s'en réjouit. Donc, moi, je suis très heureuse de faire cette introduction en tant que coprésidente de la commission aménagement du territoire et puis je suis maire d'une commune dans l'Allier. Je représente notre président David Lisnard qui tient particulièrement à ce que l'on puisse faire des rendez-vous réguliers et importants au mieux pour pouvoir organiser nos compétences sur les territoires, qu'on soit maire, président d'interco, vice-président en charge des politiques de l'habitat. Et en fait, comme nous le dit notre président Lisnard, et comme on peut le vivre chacun sur notre territoire, que notre territoire il soit rural ou plus urbain ou plus métropolitain, la politique du logement et de l'habitat est quand même une urgence absolue, chacun en dentelle, mais ça fait quand même partie de ces piliers où on doit trouver ensemble des solutions. Donc, avec l'équipe, on a monté cette série de webinaires. Je tiens vraiment à les en remercier. Ils sont à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. N'hésitez pas non plus à solliciter vos directeurs des associations départementales qui peuvent nous faire remonter les problématiques et les questionnements, hein. On est tout un réseau, donc il faut pouvoir en profiter. Et donc, c'est toute une série de webinaires qui sont organisés avec l'Agence nationale de l'habitat. Donc, je remercie beaucoup la direction générale de l'Agence nationale de l'habitat avec laquelle on travaille. Notre directrice de l'ANA va nous rejoindre incessamment sous peu. Aussi, on voulait faire un timing hyper précis et ensemble, on l'aurait pas mieux fait. Donc, je termine le temps qu'elle puisse s'installer. Mais en tout cas, je la remercie très sincèrement de se prêter au jeu de ce webinaire général qui va pouvoir retracer vraiment toute la présentation générale, à quoi sert l'ANA et quelle est la question pratico-pratique pour nous tous. Donc c'est important qu'on puisse faire ce dialogue. Dire aussi que nous, au niveau de l'association nationale, l'habitat, le logement, ce sont des questions importantes. Donc moi, je remercie tous les élus qui sont ancrés dans les groupes de travail. On travaille au quotidien, on est présent, mais aussi on a des propositions à faire et on continue de les faire et ça, c'est important. Donc les uns et les autres, si vous voulez vous investir à nos côtés, c'est la minute publicité. N'hésitez pas, on sera très content de vous avoir dans les expériences parce que surtout, il faut qu'on renforce vraiment ce dialogue du quotidien avec l'ANA. Il faut qu'on pérennise les financements. Je crois qu'on a un objectif commun en ce sens-là, c'est que les financements qui vont pour les politiques publiques d'aménagement des territoires, on doit pouvoir les pérenniser et continuer dans le temps parce que la réussite de l'aménagement passera par cette politique de l'habitat. Il faut aussi, alors là c'est ma petite minute, peut-être que l'ANA sera en désaccord avec moi, mais j'y vais jusqu'au bout, que les collectivités sont un partenaire crédible et fiable. Donc je pense que sur de l'habitat dégradé et indigne ou autre, il faut puisse aller plus loin dans la confiance et dans l'engagement financier en avance qu'on peut faire auprès des collectivités territoriales pour qu'on puisse avoir ce levier cohérent qui après permet de débloquer beaucoup de situations. Donc voilà, il y a un gros travail qui est fait, il y a des financements qui sont mis et puis il faut qu'on continue le chemin ensemble. Je ne serai pas plus longue sur la vision et sur cette introduction. Madame la directrice, vous êtes arrivée, donc je vais vous céder la parole sans plus attendre, mais c'est ce que je disais, voilà, on a beaucoup de connexions parce qu'on est vraiment sur territoires ruraux, périurbains, métropolitains, c'est vraiment une politique de structuration et d'urgence absolue. Et donc, on est très heureux d'avoir ce webinaire
général, les questions arrivent et puis après on aura des webinaires thématiques aussi et d'organiser ce format-là est formidable. Donc 1 heure 30 je crois, ensemble. Donc je vous laisse la parole, Madame la directrice. Merci, merci beaucoup, merci à vous. Je vous prie d'excuser mon retard, mais voilà, j'ai réussi à ne pas trop déborder par rapport à ce retard et vous dire que bah, le bonheur que vous avez exprimé, Madame Pouzadou, sur le fait que ce webinaire ait pu être organisé, on le partage pleinement et entièrement. Et je commencerai mon propos en vous disant tout simplement que sans les collectivités locales, il n'y a pas de politique locale de l'habitat. Et donc, il n'y en a pas plus sur le logement social que sur le parc privé. Et donc, il est extrêmement intéressant et extrêmement pertinent que nous ayons réussi à engager en cette année 2025 un cycle effectivement d'information plus poussé, j'ai envie de dire, sur le rôle de l'ANA dans les territoires et surtout le rôle de l'ANA auprès des collectivités. Je le dis autrement, l'ANA ne fait rien en fait dans les territoires. Ce qui se fait dans les territoires, c'est les collectivités locales qui mènent une politique en faveur de l'habitat, en faveur du logement social, en faveur du logement privé, en production neuve et en intervention donc sur les patrimoines qui existent déjà et qui sont de plus en plus importants évidemment dans un monde aujourd'hui qui est un monde de la sobriété, un monde de la transition sur lequel effectivement on doit avancer sur des transitions démographiques, des transitions écologiques, des transitions énergétiques. Donc voilà, dans ce propos vraiment très liminaire, on va vous présenter en fait avec Antonin Vallière qui est à mes côtés et qui est responsable des relations institutionnelles à l'agence. Voilà l'émission de l'agence et puis comment tout ça se déroule de façon générique en essayant de ne rien oublier et puis après on pourra approfondir et bien évidemment je vais tenter de laisser un peu de temps si jamais certaines questions apparaissent pendant le temps de la réunion. Donc premier élément, l'émission de l'ANA. Alors, l'émission de l'ANA, c'est trois grandes transitions. En fait, on les regroupe selon trois grandes transitions. La première, c'est la transition énergétique et écologique au travers d'une aide qui s'appelle MaPrimeRénov'. Donc, c'est une aide qui peut être qui est donc dédiée aux propriétaires du parc privé, propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, syndicats de copropriétaires et qui permet de faire des travaux de rénovation énergétique. Un deuxième axe de la transition, c'est la transition sociale et territoriale. C'est pour traiter l'habitat dégradé en maison individuelle et en copropriété, bien évidemment pour les propriétaires occupants, pour les propriétaires bailleurs, pour les syndicats de copropriétaires de la même manière, avec un programme national que nous pilotons pour le compte du ministère du Logement qui s'appelle le plan initiative copropriété et qui permet depuis maintenant 2018 de traiter un nombre tout à fait significatif de logements en situation de très grande dégradation dans certains territoires. Et puis, le troisième axe de notre activité, c'est la transition démographique. Donc, c'est permettre à des personnes qui sont en perte d'autonomie de rester plus longtemps vivre dans leur logement. Et cette transition démographique s'incarne au travers d'une aide qui s'appelle MaPrimeAdapt et qui, elle aussi, est destinée aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs. Et qui peut tout à fait se développer aussi dans le cadre d'immeubles collectifs, donc en copropriété. L'ensemble de ces aides est distribué évidemment dans l'ensemble des territoires, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais surtout est distribué grâce à un service public que nous animons collectivement et que vous animez surtout, enfin que les collectivités animent, qui s'appelle France Rénov'. Qui a été prévu par la loi Climat Résilience et qui a fait la réunion de deux familles, la famille qui était plutôt autour de la rénovation énergétique au travers des plateformes qui avaient été créées précédemment, et puis de l'autre côté au travers de tout ce que l'ANA avait développé au travers des programmes d'intérêt généraux et des opérations programmées d'amélioration de l'habitat que vous connaissez peut-être sous leurs 12 acronymes de OPA et de PIG. Voilà en gros l'architecture en fait de nos missions au travers du service public et des aides. Et au travers de ce service public, et je vais paraphraser ou citer le président de l'ANA, donc qui est le maire de Chambéry et président du Grand Chambéry, de l'agglomération du Grand Chambéry, qui dit toujours, au fond, les crédits du service public, donc de l'ingénierie que l'on peut déployer ensemble, ANA et collectivités locales, sur les territoires, est indispensable et même un préalable
nécessaires et indispensables pour permettre aux ménages de s'engager dans des démarches de travaux et donc d'aller capter les aides publiques qui leur permettent de financer ces travaux. Donc voilà, c'est vraiment cette architecture complète qu'il faut avoir en tête. Et sans cette architecture, au fond, la politique en faveur de l'habitat privé a plus de difficultés à se déployer. Si je rentre un peu plus dans le détail, l'architecture de nos aides, c'est-à-dire si je sors un peu simplement de ces trois grands registres de transition, en fait, les aides de l'agence, il y a trois grandes aides. Il y a MaPrimeRénov', donc pour la rénovation énergétique, MaPrimeLogement décent pour traiter l'habitat indigne et dégradé, qui se décline évidemment dans le traitement des copropriétés au travers du plan initiative copropriété. MaPrimeAdapt', comme je vous le disais tout à l'heure, pour la perte d'autonomie, pour traiter donc le maintien à domicile des personnes qui sont en perte d'autonomie de par leur âge ou de par un handicap. Et puis, on a deux autres axes qui sont moins connus parfois, en tout cas du grand public. C'est toutes les aides fiscales autour de l'Avantage à destination des propriétaires bailleurs, qui permettent aux propriétaires bailleurs de défiscaliser en fait une partie de leurs ressources locatives à partir du moment où ils consentent à pratiquer des loyers maîtrisés à destination de leurs locataires. Et puis enfin, un sixième axe qui, alors là, pour le coup, est vraiment moins connu, c'est nos aides à la rénovation, ce qu'on appelle les aides à l'humanisation des centres d'hébergement d'urgence. Mais un certain nombre de territoires viennent plancher de temps en temps dans nos commissions nationales pour effectivement permettre d'être aidés financièrement pour pouvoir rénover, améliorer et moderniser les centres d'hébergement d'urgence qu'ils ont sur leur territoire. Vous voyez que ces aides se déploient à destination de l'ensemble des propriétaires et que donc on a une gamme d'aides. Je ne rentre pas dans le détail, hein, évidemment, de leur paramétrage, c'est-à-dire de leur montant, du niveau de montant, parce que la seule chose que je souhaite partager à ce stade avec vous, ou rappeler à ce stade cet après-midi, c'est que bien évidemment, ces aides sont destinées à tous, mais elles sont proportionnelles par rapport au niveau de ressources des ménages. C'est-à-dire, plus les ménages sont aisés, moins l'aide est abondante, et évidemment, plus les ménages sont vulnérables, plus les aides de l'agence sont importantes. Et bien évidemment, les collectivités locales ont toute la possibilité de compléter les aides de l'agence pour faire baisser le reste à charge des ménages, et notamment des ménages qui en ont le plus besoin. Et ce que je souhaitais partager avec vous, c'est que globalement, on regardera tout à l'heure dans les chiffres clés, mais globalement, 70% des ménages qui sont aidés par l'ANA sont des ménages modestes et très modestes, c'est-à-dire des ménages qui appartiennent aux 4 premiers déciles de la population française. Ensuite, autre élément, donc comme je vous le disais en introduction, on a les aides, mais on a un service public qui est extrêmement important et qui est indispensable. En fait, le service public est la condition indispensable, sine qua non, en fait, de la qualité de cette politique publique. Donc, France Rénov', résumé de façon simple, c'est une marque, en fait, qui est portée par les pouvoirs publics, hein, par l'État et les collectivités. Parfois, il y a des exemples, France Rénov' avec telle collectivité. Voilà, il y a une sorte de marque ombrelle de niveau national, mais qui ensuite peut se décliner complètement localement. C'est une politique contractualisée, c'est-à-dire qu'on signe en fait des contrats et très, très singulièrement des pactes en fait maintenant avec les collectivités pour permettre de financer en fait à part égale donc ce service public. Et ce service public permet de dispenser en fait une offre d'information, de conseils et d'orientation qui étant financée par les pouvoirs publics devient gratuite. Cette offre devient gratuite pour les ménages donc, qui la sollicitent au travers de façon dématérialisée au travers d'une plateforme, mais aussi au travers de tout un réseau d'espaces conseils qui sont dispersés sur l'ensemble du territoire, qui sont complétés aussi par les maisons France Service dans certains territoires, ce qui permet d'irriguer l'ensemble des territoires, que ce soit des territoires très urbains ou des territoires plus ruraux, et ce qui permet d'avoir donc une proximité et donc d'expliquer à des ménages qui ne sont pas des spécialistes de l'immobilier, qui ne sont pas des spécialistes des travaux, et de les orienter correctement vers un accompagnement sur mesure et évidemment vers des entreprises de travaux qui vont pouvoir leur offrir donc la prestation à la fois intellectuelle leur permettant de faire les travaux appropriés à la situation de leur logement et bien entendu de réaliser ensuite ces travaux avec des entreprises de qualité.
France Rénov', c'est donc un service public. Il existe depuis le 1er janvier 2022. Comme je vous le disais, il ne s'est pas créé de toutes pièces au 1er janvier 2022. Il part, bien entendu, de ce que les collectivités avaient mis en place dans leur territoire. Et il fait la fusion, bien évidemment, de tout ce qui existait préalablement au travers des différentes plateformes et au travers aussi des équipes de suivi et animation qui avaient été mises en place dans le cadre des OPA et des programmes d'intérêt généraux. Et il s'incarne au travers d'une plateforme. Donc, en fait, on peut se loguer sur une plateforme, taper le code postal. Un usager peut taper le code postal au travers de cette plateforme et trouver l'espace conseil France Rénov' le plus proche de chez lui et donc, du coup, prendre rendez-vous. Ou alors, ce service public peut être joint par un numéro de téléphone unique, ce qui permet d'entrer en contact avec des conseillers France Rénov' et ensuite d'être orienté en accompagnement vers un accompagnateur Rénov'. Certains espaces conseils France Rénov' ont fait le choix de devenir accompagnateurs, d'autres ne se sont pas inscrits dans cette direction. Donc, on a à peu près tous les cas de figure possibles et imaginables, suivant les territoires et bien entendu, suivant le type de politique locale qui est souhaité par les territoires. Grâce à France Rénov', on a un parcours usager qui est plutôt de plus en plus fluide, je vais vous le dire comme ça. Grâce à ce service public, l'usager peut s'informer. Donc, comme je vous le disais, il peut se connecter, il peut bénéficier de conseils gratuits, il peut être orienté. Ensuite, le ménage peut être accompagné pour pouvoir décrire la situation de son logement, pour bénéficier d'un audit énergétique ou d'un diagnostic de performance énergétique ou d'un diagnostic tout simplement aussi approfondi par rapport à des sujets de perte d'autonomie qui permet ensuite de définir le programme de travaux et d'être accompagné dans son programme de travaux et donc de réaliser ces travaux et de bénéficier des aides publiques qui vont permettre de financer ces travaux. Donc voilà sa raison d'être et sa logique. Et puis enfin, un point important, c'est que, comme je vous le disais, on a aujourd'hui presque 600 espaces conseils France Rénov' sur l'ensemble du territoire. Vous voyez la répartition géographique suivant les régions et on couvre comme ça l'ensemble du territoire. Par ailleurs, on a un partenariat avec les maisons France Service qui permet de créer d'abord des liens et puis ensuite, dans certains territoires qui ne peuvent pas bénéficier d'un espace conseil France Rénov' à part entière, de faire des partenariats avec des espaces conseils France Rénov' de proximité et d'organiser des permanences et des itinérances aussi sur certains territoires de manière à irriguer l'ensemble des secteurs et donc d'informer les Français sur les possibilités qui sont à leur disposition pour pouvoir réaliser des travaux chez eux. En complément de ces espaces conseils France Rénov', la France est entièrement couverte d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat et de programmes d'intérêt généraux qui permettent de traiter au fond la rénovation, enfin toutes les transitions que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la rénovation énergétique, l'adaptation à la perte d'autonomie et évidemment l'habitat dégradé en maison individuelle ou en copropriété. Donc vous voyez qu'on a aujourd'hui presque 1200 programmes contractualisés sur l'ensemble du territoire national. On en avait, je le partage avec vous, il y a encore 5-6 ans, on n'avait que 600. Et je pense que ce doublement au fond de la contractualisation entre les collectivités et l'ANA est très important à partager avec vous cet après-midi parce que ça montre tout simplement que les collectivités de plus en plus ont inscrit dans leur politique locale de l'habitat au fond, cette contractualisation avec l'ANA pour permettre à leurs administrés de bénéficier de ces aides et donc d'intervenir sur le patrimoine de logement existant de leur territoire. Et on voit d'ailleurs que quasiment 50% des aides, qu'il y a quasiment 50% des aides qui sont distribuées par les collectivités territoriales parce que les crédits de l'ANA sont déjà délégués dans les territoires. Par ailleurs, pour finir sur cette partie donc aide et services publics, on a initié, et c'est en bonne voie de couverture désormais, on avait donc ces deux systèmes de contractualisation pour permettre d'avoir un service public, pour permettre d'avoir des actions de aller vers les ménages.
Donc, on a initié depuis l'année 2024 la mise en place d'un système de contractualisation unifié qui s'appelle des pactes territoriaux. Et vous voyez que désormais, l'ensemble du territoire national, hormis quelques lieux, sont maintenant sont couverts en fait par ces pactes territoriaux. Et la distinction entre le vert clair et le vert foncé marque tout simplement là où les pactes sont définitivement signés et ont été définitivement délibérés en fait par les collectivités territoriales. Et cette carte est une carte qui date de la fin du premier trimestre 2025 et donc qui bouge quasiment tous les jours. Et donc, je pense que d'ici l'été, nous aurons une carte vert foncé quasiment complète. Et enfin, dernier point, sans rentrer dans le détail, mais juste pour avoir en mémoire qu'on a, au travers de ces pactes, on a évidemment ces pactes territoriaux dont je vous projetais la carte juste précédemment, qui sont complétés dans certaines régions par des pactes régionaux, parce qu'on a certaines régions qui participent aussi au financement donc de ce service public France Rénov', mais on a des variations suivant les régions et suivant l'engagement de ce niveau de collectivité territoriale. Voilà, alors on me signale qu'il y a déjà des questions, première question sur les aides, et donc je fais une pause dans cette présentation avant que d'aller sur d'autres sujets pour recueillir ces questions. Oui, merci Madame la directrice. Alors oui, il y a un certain nombre de questions, notamment sur le cumul ou pas possible des régimes d'aide. Par exemple, MaPrimeRénov' peut-il se cumuler avec MaPrimeAdapt'? Est-ce que les logements appartenant aux collectivités territoriales peuvent bénéficier de ces régimes d'aide? Voilà, est-ce qu'on peut cumuler le dispositif du PTZ, du prêt à taux zéro, avec MaPrimeRénov'? Aussi des remontées, enfin des témoignages en tout cas d'élus sur les remontées d'usagers mentionnant la complexité de la mise en œuvre de MaPrimeRénov' en termes de procédure, notamment via les artisans qui n'arrivent pas à remplir les dossiers préalables. Aussi des questions sur finalement le régime des accompagnateurs Rénov'. Et est-ce qu'on est obligé de passer par mon accompagnateur Rénov', et notamment dès lors que ces prestations peuvent coûter assez cher, enfin en tout cas peuvent avoir un coût substantiel. Certains évoquent un montant de 2 000 à 2 500 euros demandé par certains intervenants, mon accompagnateur Rénov'. Voilà sur ce type de questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, une autre question sur des questions de compétences sur les OPA. Dans une métropole qui a la compétence et qui réserve ses opérations OPA aux très grandes villes de son territoire, comment bénéficier des OPA pour une commune de 14 000 habitants, un peu plus de 14 000 habitants? Voilà, sur les délais aussi d'obtention des accords de subvention, quels sont les délais moyens? Certains témoignent d'un délai de 7 à 8 mois. Est-ce que c'est à peu près la moyenne ou est-ce qu'on est au-dessus de cette moyenne? Voilà. Est-ce que les régimes d'aide concernent aussi les DROM? Voilà, ça fait déjà beaucoup de questions, je suis désolée. Comment se met en œuvre la défiscalisation pour les loyers plafonnés? Voilà, voilà à peu près sur... Là, je crois que j'ai brossé toutes les questions qui ont été posées. Donc, ça vous fait déjà pas mal de potentielles réponses. Merci beaucoup. Tout à fait. Je vais essayer d'être le plus clair possible par rapport à ces questions et ne vous excusez pas. Je pense qu'on organise ce type de rencontre justement pour éclaircir et pour répondre à ces questions. Alors, je vais les prendre dans l'ordre, mais j'en garde toutes les questions qui ont attrait au délai, je les regrouperai parce qu'on est dans une situation tout à fait particulière en 2025. Alors, le cumul MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt' est tout à fait possible. On l'encourage même, très clairement, dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est-à-dire qu'une personne âgée qui à un moment donné veut adapter son logement pour pouvoir y rester plus longtemps, mais qui habiterait dans un patrimoine qui présente une étiquette de DPE, voilà, F, G
ou autres, et qui voilà, mériteraient d'avoir un patrimoine rénové pour répondre aux enjeux énergétiques et écologiques, on l'encourage. Bien entendu, il y a un plafond de travaux à ne pas dépasser, mais enfin, les plafonds de travaux ont été largement revalorisés au début de l'année 2024, et très sincèrement, il y a vraiment beaucoup de marge. Donc oui, non seulement on peut, mais en plus, il faut l'encourager, parce que comme je le dis souvent, faire des travaux chez soi pour un ménage, c'est jamais très agréable. Donc tout ce qu'on peut faire, voilà, une bonne fois pour toutes, j'ai envie de le dire, est quelque chose qui est plutôt positif. Est-ce que les logements qui appartiennent aux collectivités territoriales peuvent être subventionnés? Alors là, en revanche, ma réponse va être moins positive. Tout dépend de quel patrimoine on parle. Si c'est le patrimoine privé de la collectivité territoriale, c'est quelque chose qui se regarde. En revanche, si c'est le patrimoine public, c'est-à-dire du logement social appartenant à un organisme HLM, l'ANA, clairement, ne finance pas le logement social. L'ANA finance le logement privé. Pour autant, je ne rentrerai pas dans ces dispositifs que je ne vous ai pas présentés d'ailleurs en introduction, mais l'ANA a des dispositifs vente d'immeubles à rénover, dispositifs d'intervention immobilier et foncier sur lesquels on pourra faire un atelier thématique à un moment donné qui permet globalement aux collectivités elles-mêmes en direct ou via leurs bailleurs sociaux ou via des établissements publics fonciers d'acquérir en fait des biens et ensuite de bénéficier des aides de l'agence, notamment si elles produisent du logement à loyer modéré ou si elles produisent de l'accession sociale. Je n'irai pas plus loin cet après-midi parce que ça mérite enfin, vraiment une réunion à part entière. C'est des dispositifs de l'ANA qui ne sont pas les dispositifs courants, mais qui pour autant existent et qui permettent justement d'intervenir sur les centres anciens, notamment dans le cadre, par exemple, de Action Cœur de Ville, et qui permettent bien évidemment d'intervenir sur des ensembles immobiliers complets. Est-ce qu'on peut cumuler le PTZ et ma prime rénov'? Oui. Non seulement c'est oui, mais en plus, le ministère du Logement a travaillé pendant de nombreux mois avec la Fédération française des banques pour faire en sorte que les attestations de l'ANA, les notifications de l'ANA soient un document probant pour le secteur bancaire pour permettre de ne pas réinstruire les dossiers de l'ANA et donc prendre la notification de l'ANA comme étant un document très officiel dans le bilan financier et dans le plan de financement complet de l'opération de travaux du ménage concerné par une demande de PTZ. Donc voilà sur les aides. Alors ensuite, je vais venir donc sur les sujets. Non, je vais traiter la défiscalisation. On est là aussi sur les aides. Alors le régime de la défiscalisation, le régime des propriétaires bailleurs, et donc notamment de l'aide de Loc'Avantage, il y a 3 niveaux. Je vais le résumer de façon très rapide. Plus le propriétaire bailleur va pratiquer un loyer faible, en fait, plus son niveau de défiscalisation va être important. Donc, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau logement très social, le niveau logement social et le niveau logement loyer intermédiaire. Et je n'irai pas plus loin cet après-midi parce que là aussi, autour du régime des aides aux propriétaires bailleurs, je pense qu'on pourrait faire une séance de travail à part entière parce que c'est un sujet qui est assez complexe et qui dépend bien entendu du régime patrimonial aussi du ménage concerné, de ses ressources, du nombre de logements qu'il possède et qu'il met en location. Donc voilà, je n'irai pas plus loin, mais en tout cas, le régime de défiscalisation est basé sur le principe de plus le loyer est favorable en fait aux ménages et notamment aux ménages vulnérables, plus la défiscalisation est favorable. Et enfin, le régime des aides dans les départements et les régions d'outre-mer s'est considérablement développé ces dernières années. Vous savez que dans les départements et les régions d'outre-mer, en fait, les ménages peuvent bénéficier à la fois des aides de l'ANA et aussi des aides du ministère des Outre-mer. Mais pour ne parler que de l'ANA développe dans les Outre-mer avec évidemment une spécificité, une prise en compte des besoins en matière de rénovation énergétique, donc ma prime rénov'.
développe aussi MaPrimeAdapt, développe aussi à destination des collectivités locales toute l'aide à l'ingénierie, tout le financement du service public France Rénov'. J'ai passé un peu rapidement les cartes tout à l'heure, mais vous avez vu qu'il y a des espaces conseils France Rénov' dans les départements et les régions d'outre-mer. Bref, on a un régime complètement adapté aux outre-mer et qui est en voie de développement. Et Action Cœur de Ville, dans les départements et régions d'outre-mer, est un puissant accélérateur, j'ai envie de dire, de développement des opérations programmées d'amélioration de l'habitat et du coup de l'accès aux aides de l'agence. J'en viens maintenant aux questions de complexité et de délai. Alors, MaPrimeRénov', notamment, a été créée en 2020 dans un contexte dont on se souvient tous, qui a été inattendu, celui d'une crise sanitaire, et avec une logique de pouvoir, au fond, engager une massification des aides et avec la volonté que ce soit le plus simple possible d'accès. C'est ce qui a été mis en place en 2020 dans un contexte tout à fait spécifique qui a rencontré un certain nombre de difficultés. Pour le dire de façon très claire, l'agence a ouvert une aide et a commencé à instruire cette aide en étant en plein confinement. Mais pour autant, très rapidement, on a produit, on a plus que doublé, plus que triplé, en fait, même la première année en 2020, le nombre de ménages qui ont pu être aidés grâce à cette aide. Pour le dire aussi de façon assez simple, au fond, entre 2020 et 2024, l'agence a multiplié par 10 son activité. Si on aidait 70 000 ménages il y a encore 5-6 ans, aujourd'hui, on en a aidé jusqu'à 700 000 à un moment donné, et maintenant, on est autour de 450 000, 500 000 ménages aidés par an. C'est-à-dire qu'on produit en moyenne, depuis 2020, la rénovation de 450 000 à 500 000 logements par an, ce qui est considérable. Donc, la complexité existe, clairement, mais visiblement, il y a quand même 2,6 millions de ménages qui, depuis 2020, ont pu bénéficier de cette aide. Ça, c'est le premier élément de constat. Deuxième élément de constat, c'est que nous, comme toute aide publique, nous faisons l'objet de tentatives de fraude extrêmement importantes et extrêmement puissantes. Donc, nous avons dû renforcer nos contrôles. Nous avons dû renforcer vraiment très fortement nos contrôles et nous avons du coup aujourd'hui mis en place des contrôles renforcés qui effectivement peuvent complexifier le parcours du ménage et bien entendu allonger les délais d'instruction. Donc, je suis très claire avec vous tous ce soir, on n'est plus aujourd'hui exactement dans la même situation qu'en 2020 où on a pensé qu'au fond, développer et mettre beaucoup d'argent, en tout cas l'État a souhaité développer cette politique publique et mettre beaucoup d'argent en faveur de cette politique publique. Malheureusement, on a un certain nombre d'acteurs malveillants qui se sont engouffrés sur cette politique publique et ont fait des tentatives de fraude massives. Donc aujourd'hui, on est obligé de beaucoup plus sécuriser les deniers publics qui nous sont confiés, sécuriser aussi les ménages, parce que la fraude passe par l'usurpation d'identité des ménages, et sécuriser aussi les artisans qui sont de bonne foi et qui travaillent correctement. On a aussi beaucoup de dossiers qui sont très incomplets. Et au fond, ce que je vais vous partager, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le service public. Il faut, dans les territoires, inciter les ménages à aller vers le service public. Le service public, c'est le tiers de confiance dont on finance collectivement entre l'État et les collectivités et qui permet de sécuriser complètement le parcours du ménage et de mettre le ménage en relation avec des entreprises et avec des accompagnateurs de qualité. Et c'est vraiment indispensable. On ne peut pas imaginer, au fond, que faire des travaux chez soi, ce soit simple, et que d'aller capter de l'argent public, ce soit simple également. On est obligé de sécuriser ces parcours dans tous les sens, et par conséquent, les délais sont plus longs. Par ailleurs, en cette année 2025, élément complémentaire, il ne vous aura pas échappé que la loi de finances a été votée plus tardivement que les années précédentes, et notamment elle a été votée par le Parlement à la fin du mois de février, et donc on a été pendant 2 mois de l'année sous le régime des services votés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pouvions pas engager de décision, en fait, et donc nous avons accumulé des stocks de dossiers
particulièrement important dans tous les territoires et que nous sommes en train de déstocker en fait ces stocks. En fait, nous sommes en train d'accélérer et que normalement, à la fin du premier semestre, donc au tournant de l'été, au plus tard à la rentrée d'automne en septembre, on aura effectivement, on sera revenu, je dirais, on sera revenu sur un rythme normal et nominal d'activité tel qu'on a pu le connaître. Et enfin, dernier élément, on a une politique publique qui font, et c'est celle sur ce point-là que je vais insister le plus, c'est qu'au fond, pourquoi est-ce que nous avons des stocks aujourd'hui? C'est parce qu'on a une politique publique qui fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'on a une dynamique de dépôt de dossiers indépendamment des retards sur la loi de finances en début d'année. On a une dynamique de dépôt de dossiers sur nos plateformes depuis le début de l'année 2025 absolument phénoménale par rapport aux années précédentes. Et ce phénomène-là est lié à l'action du gouvernement et notamment à l'action de la ministre du Logement qui a négocié en fin d'année 2024 une stabilité de nos régimes d'aide pour permettre en fait à l'ensemble des acteurs, ménages, comme acteurs économiques, comme accompagnateurs, comme Espace Conseil France Rénov' et donc bien évidemment comme les collectivités locales, de pouvoir s'inscrire dans la continuité de ce qui avait été mis en place au début de l'année 2024. Donc voilà, tous ces phénomènes ont conduit aujourd'hui à avoir des délais qui sont rallongés. Alors maintenant, de quoi parle-t-on quand on dit que les délais sont rallongés? Le délai moyen, il était de 2 mois, il est désormais passé à 4 mois. Il est écrit très clairement sur nos plateformes. Il y a un bandeau désormais qui apparaît sur nos plateformes où nous informons les usagers comme les acteurs économiques que le délai a été rallongé. Et nous nous en excusons d'ailleurs au travers de ce bandeau inscrit sur nos plateformes. D'autres délais plus longs sont liés à des phénomènes, comme je le disais tout à l'heure, de contrôle renforcé parce que nous avons des suspicions de fraude sur ces dossiers. Et je me permets de partager avec vous qu'on a un certain nombre d'acteurs qui font parler d'eux au travers d'un certain nombre de médias et qui ont exprimé assez récemment leur mécontentement vis-à-vis des délais pratiqués par l'agence. La majorité de ces acteurs qui se sont exprimés sont des acteurs qui aujourd'hui ne déposent pas des dossiers clairs et ce sont donc des dossiers que nous suspectons comme étant des dossiers faisant l'objet de phénomènes de fraude. Voilà, donc le délai aujourd'hui, c'est 4 mois. Ensuite, vous avez posé une question sur le régime des accompagnateurs. Alors, le régime des accompagnateurs, l'accompagnement est-il obligatoire? Il est obligatoire à partir du moment où un ménage s'engage dans un programme de travaux complet, c'est-à-dire dans une rénovation dite d'ampleur, une rénovation globale, on peut appeler ça aussi un projet ambitieux pour son logement. L'accompagnement est obligatoire pour les raisons que j'ai évoquées plusieurs fois, à savoir sécuriser le ménage, permettre au ménage d'avoir à ses côtés un tiers de confiance qui est extrêmement important. La prestation, effectivement, la prestation moyenne est une prestation de 2 000 €. Certains acteurs pratiquent des tarifs plus importants, mais la prestation moyenne est effectivement de 2 000 € et elle est financée par le service public. C'est-à-dire que l'ANA, en fait, a des aides à hauteur de 2 000 €. Et je me permets de repartager avec vous qu'il y a encore 3 ans, l'ANA finançait cette prestation à hauteur de 700 €. Donc, c'est une prestation dont le financement par les pouvoirs publics a été multiplié par 3. Donc, on est aujourd'hui dans une prestation qui est quand même une prestation assez complexe, puisqu'il faut permettre au ménage de faire un diagnostic de son logement, de définir son programme de travaux, de recueillir des devis auprès des entreprises, ensuite de réaliser des travaux avec des visites obligatoires intermédiaires qui permettent de sécuriser le parcours du ménage. Et donc, c'est une prestation, effectivement, dite intellectuelle, qui nécessite effectivement un financement conséquent pour permettre à ces accompagnateurs d'aller jusqu'au bout, effectivement, de la mission vis-à-vis de laquelle ils se sont engagés vis-à-vis de nos usagers qui sont pour eux donc des clients. Et puis, vous avez posé enfin une question qui est plus complexe sur les OPA. Là, je vais être obligée de rentrer un peu dans la technique de la politique de l'habitat dans notre pays. La politique de l'habitat est une politique qui n'est pas décentralisée, c'est une politique qui est déconcentrée. Et on a effectivement des collectivités qui sont délégataires des aides à la pierre parce qu'elles ont un PLH, parce qu'elles ont demandé cette délégation de compétences au préfet, qu'il leur a accordé.
Et elles exercent donc à l'échelle d'une intercommunalité ou parfois à l'échelle d'un département une compétence pleine, une délégation de compétences pleine et entière. Et s'il y a des difficultés effectivement elles agissent en fait au nom de l'État. Au travers de cette délégation de compétences, elles agissent au nom de l'État et elles agissent donc au nom de l'opérateur de l'État qu'est l'ANA. Si il y a des difficultés effectivement de négociation avec ces collectivités pour obtenir le lancement d'un programme de type opération programmée d'amélioration de l'habitat ou pacte territorial, je crois qu'il faut remonter très fortement auprès des services compétents de l'État, c'est-à-dire auprès des services du préfet, pour effectivement adoucir cette négociation et obtenir effectivement la possibilité de lancer cette politique locale en faveur de l'amélioration de l'habitat privé. Voilà, je crois que j'ai répondu à l'ensemble de la salve de questions que vous m'avez décrites. Alors, merci beaucoup. Depuis, il y en a eu quelques autres, mais peut-être que on verra ça après, je ne sais pas. Il y avait voilà, des questions, je dirais, complémentaires aux précédentes. Doit-on, quand il y a cumul de régimes d'aide, déposer deux dossiers distincts en fonction, enfin voilà, deux dossiers distincts, ou est-ce qu'il y a un dossier unique pour les deux régimes d'aide? Ensuite, vous avez un peu parlé les primes accordées sont-elles récupérables sur la succession? Voilà. Dans le cadre du suivi animation, alors là c'est extrêmement précis, est-ce que l'ANA prend en charge la part variable au titre des prestations d'AMO dans le cadre du volet 3 facultatif pour les ménages intermédiaires et supérieurs? Ensuite, un logement communal peut-il bénéficier de l'aide pour changer uniquement des portes qui sont mal isolées? Ensuite, et voilà, il y a aussi apparemment un bruit selon lequel les crédits de l'ANA seraient déjà consommés au mois de mai pour 2025. Et sur les dispositifs ANA, dans le cadre d'une résiliation de marché et de suivi animation, est-il possible de suspendre la convention du dispositif le temps de recruter un nouvel opérateur? Alors, est-ce vraiment sécurisant de passer par un accompagnement, un service MAR, pardon, vu le nombre de faux accompagnateurs? Donc ça rejoint tout ce que vous avez dit sur la fraude. Et est-ce que l'ANA a des aides pour la mise aux normes des systèmes d'assainissement non collectif? Voilà, là je vous ai redonné l'ensemble des questions supplémentaires et je vous laisse voir dans quelle mesure vous pouvez y répondre en fonction du reste de votre exposé. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'aller vite parce que c'est des questions effectivement très techniques, mais au fond assez simples. Le cumul des régimes d'aide, oui, est possible, mais il faut deux dossiers. Oui, c'est deux demandes d'aide, donc il faut deux dossiers. Il y a d'un côté, je vais prendre l'exemple qui était tout à l'heure, ma prime Rénov, ma prime ADAPT, c'est deux régimes d'aide, donc il faut déposer deux dossiers. Est-ce que la prime est transférable en matière de succession? On a à peu près tous les cas de figure et on travaille beaucoup avec les notaires sur ces sujets. Il y a à peu près toutes les réponses possibles, toutes les réponses de l'arc-en-ciel, j'ai envie de dire. Ça dépend comment les successeurs en fait se positionnent par rapport à ce bien. Quand on bénéficie d'une dette de l'ANA, il y a des engagements qui sont attachés. Si la succession en fait maintient les engagements, il n'y a pas de raison que voilà, il y ait à un moment donné une demande de retrait ou de reversement notamment. Suivi animation volet 3 intermédiaire et supérieur, oui, normalement, voilà, donc pas de sujet. Logement communal uniquement pour changer des portes, alors là, je pense que non. Je pense qu'on est à la fois dans la question à laquelle je répondais tout à l'heure, et puis le changement de porte n'est vraiment pas. Enfin, là, on est quasiment dans l'entretien, hein, donc j'aurais tendance à dire qu'on n'est plus du tout dans l'amélioration et c'est pas du tout le champ d'intervention de l'agence. Est-ce qu'on peut, au fond, interrompre une opération programmée ou un programme d'intérêt général quand on est insatisfait de l'opérateur qu'on a retenu suite à appel d'offres pour pouvoir en changer? C'est tout à fait possible. Il faut le demander au préfet. Enfin, je veux dire, voilà, tout est toujours possible. De même qu'on peut avenanter n'importe quelle convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Est-ce qu'on finance l'assainissement? Non. Nous ne nous occupons que d'immobilier et nous nous occupons de propriété privée. Quand on est dans l'assainissement, on est vraiment dans le champ de l'aménagement et dans le champ de l'urbain et donc d'autres types de financement. Est-ce que le MAR est vraiment sécurisé? Oui,
Mais oui, il y a des acteurs frauduleux, vous l'avez dit vous-même, madame, en me posant la question, et la liste des mares suspects a été envoyée au service déconcentré de l'État et aux collectivités délégataires des aides à la pierre à titre confidentiel, en leur donnant des instructions tout à fait claires sur la priorisation à donner aux dossiers qui sont déposés aujourd'hui sur les plateformes. Donc tout ceci est parfaitement connu, mais parfaitement cerné aujourd'hui. Et cette liste peut être amenée à bouger, d'ailleurs, sous l'effet des signalements des territoires, comme des signalements qui apparaissent au niveau national. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Les crédits sont-ils consommés à mai 2025? Absolument pas, à date. Pour l'instant, nous sommes dans le dialogue de gestion avec l'ensemble des services déconcentrés de l'État qui font la synthèse actuellement. Donc, il y a des bruits qui courent, effectivement, sur ces sujets, mais je pense qu'il faut continuer à travailler et surtout à instruire les dossiers qui sont déposés sur nos plateformes au regard des stocks et au regard des délais qui ont pris du retard en début d'année et notamment au regard des volumes très importants de dossiers qui sont déposés depuis le mois de janvier. Merci beaucoup. Alors, je poursuis peut-être sur la présentation pour revenir maintenant sur des sujets plus budgétaires et sur des questions d'enjeux. Les chiffres clés de l'ANA, je pense que c'était important et intéressant qu'on puisse les repartager avec vous. C'est des choses que vous trouvez assez facilement en ligne, mais comme je vous... Donc ça, ce sont les chiffres clés de l'année 2024. Donc vous voyez 403 000 logements l'année dernière ont pu bénéficier donc d'une aide de l'agence, dont 340 000 concernent des rénovations énergétiques, et parmi ces rénovations énergétiques, 91 000 concernent des rénovations d'ampleur. Pourquoi j'insiste sur ces chiffres? C'est que, au fond, on a beaucoup dit à un moment donné que la rénovation d'ampleur était complexe, difficile, qu'il est, voilà, et l'objectif qui avait été fixé pour l'année 2024, in fine, je dis bien in fine, pas au début, c'était 100 000 rénovations d'ampleur. On les a quasiment tangentées l'année dernière. Et vu le volume de dossiers qui sont déposés depuis le début de l'année, on voit bien que grâce aux accompagnateurs, grâce aux politiques locales de l'habitat, grâce à la compréhension qu'ont les Français maintenant de l'intérêt en fait de faire des rénovations d'ampleur, à la fois pour décarboner l'énergie de leur logement, mais aussi pour regagner du pouvoir d'achat en faisant baisser leur facture énergétique. En fait, on a de plus en plus de ménages qui, grâce aussi, bien sûr, aux services publics, s'engagent dans ce type de démarche. Et on a de plus en plus d'entreprises de travaux qui font des alliances, qui se préparent, qui se transforment en petites entreprises générales pour permettre aux ménages de bénéficier donc de ces aides. Alors, ces logements qui ont pu bénéficier d'une aide, ça a généré 3,77 milliards d'euros de subventions distribués, et ça a généré 7,34 milliards d'euros de travaux. Donc, c'est aussi des chiffres qui sont intéressants parce que, bien évidemment, ces travaux générés dans les territoires, c'est de l'emploi local aussi et c'est du développement local. Et donc, c'était important de partager avec vous. Et puis, sur le service public, comme je vous le disais tout à l'heure, on a quasiment 600 espaces conseils France Rénov'. On a eu 10 millions de visites l'année dernière au sein du service public, qui ont pu être assurés grâce à 2661 conseillers qui ont pu, suite à ces visites, informer, conseiller plus de 660 000 ménages, ce qui ne représente pas des petits chiffres, et ce qui est tout à fait important et considérable. Et puis enfin, une diapositive aussi assez importante. Tout à l'heure, je vous parlais du nombre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat et de programmes d'intérêt généraux qui avaient doublé en l'espace de 5 ans. En fait, ça s'est fait aussi sous l'effet d'un budget de l'opérateur qui est en forte croissance. Vous voyez qu'en 2020, le budget de l'agence était de 1,4 milliard d'euros. En 2025, il est de 4,4 milliards d'euros. Et vous voyez qu'en 2020, sur ce budget de 1,4 milliard, 830 millions d'euros étaient des aides à la pierre, donc des crédits délégués dans les territoires, donc à la main des territoires. Et en 2025, sur ces 4,4 milliards d'euros de travaux, donc quasiment une multiplication un peu moins d'une multiplication par 4,
3,2 milliards d'euros sont des aides à la pierre, donc des crédits délégués dans les territoires. Donc on a vraiment changé. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une politique publique qui au début a massifié avec du mot de geste globalement, notamment sur la rénovation énergétique, et qui progressivement, c'est une politique publique qui se transforme et qui s'ajuste, s'adapte, et s'adapte de plus en plus à des programmes de travaux de plus en plus ambitieux que sollicitent les ménages et qui donc demandent maintenant des aides, et plutôt des aides à la pierre dans les territoires, donc des aides qui sont pour partie, enfin pour certaines d'entre elles en tout cas, administrées par les collectivités que vous représentez cet après-midi. Donc, c'est un élément extrêmement important. C'était important de vous le rappeler également. Et puis, en une diapo très simple, sur lequel j'aurai pas le temps de forcément tout détailler, mais sur lequel vous aurez peut-être des questions, il me semblait important de repartager avec vous tous les enjeux qui sont les nôtres, en fait, hein, puissance publique au sens large, État et collectivité. Au fond, le premier enjeu, c'est de maintenir un équilibre entre la production neuve de logements et la rénovation de l'existant. Je vous rappelle le leitmotiv qui est celui de l'agence. 80% des logements de 2050 existent déjà en centre ancien, en quartier pavillonnaire, dans plein de centralités différentes qui constituent l'ensemble des territoires de notre pays. Et l'intervention sur l'existant est de plus en plus importante par rapport à des enjeux de sobriété énergétique, de sobriété hydrique, de sobriété foncière. Le deuxième enjeu est évidemment la capacité à mobiliser tout l'écosystème. Vous m'avez posé des questions tout à l'heure sur la qualité des mares. Je vous ai parlé d'entreprises plus ou moins de confiance. En fait, on a une minorité d'acteurs, quel que soit le champ, que ce soit dans le champ de l'accompagnement ou que ce soit dans le champ de la réalisation de travaux, une minorité, je le dis bien, qui en fait entache cette politique publique. Et donc, il faut pouvoir arriver collectivement ensemble à bien identifier à la fois au niveau national et au niveau local les acteurs de confiance pour donner confiance aux ménages et pour leur permettre de s'engager sereinement dans ces démarches de travaux qui sont fortement aidées. Mais pour ça, il faut arriver à bien identifier l'écosystème et c'est un travail effectivement de quotidien, quasiment des équipes à la fois de l'État et des équipes des collectivités, enfin des services de l'État, pardon, et des services des collectivités. Il faut aussi évidemment maintenir la qualité du service public France Rénov'. J'ai évoqué ces presque 600 espaces conseils France Rénov' et presque 2500 conseillers qui font un travail absolument extraordinaire au quotidien d'information, de conseils, d'écoute des ménages, de compréhension des enjeux qui sont les leurs. C'est vraiment la pierre angulaire en fait de la réussite de cette politique publique. Et puis enfin, et c'est un peu les éléments de conclusion par rapport à ces enjeux, c'est que c'est une politique locale et c'est une politique qui est couronnée de succès lorsqu'elle est fortement pilotée et qu'on a de la visibilité, bien entendu, sur les moyens qui sont disponibles pour pouvoir la mettre en œuvre, mais aussi quand on a de la visibilité sur la qualité des acteurs qui permettent de contribuer à la réussite de cette politique publique. Donc voilà, les éléments que je voulais partager avec vous cet après-midi, et je reste à votre disposition, bien entendu, pour d'éventuelles nouvelles salves de questions et des réponses les plus appropriées possibles. Alors oui, il n'y avait plus trop de questions, mais peut-être des demandes de précision sur la définition des aides à la pierre et leur régime, notamment pour peut-être les plus petites communes, notamment qui avaient aussi évoqué la difficulté d'engager des opérations de rénovation de l'habitat en centre-bourg pour les plus petits villages et le manque de levier financier dont ils disposaient pour le faire. Et ce sera l'objet peut-être du prochain webinaire, mais je pense qu'il y a quand même une attente sur ces enjeux-là. Voilà, déjà. Alors, sur les aides à la pierre, en fait, pour vous dire les choses de façon la plus simple possible, l'ensemble des aides de l'agence sont des aides à la pierre, c'est-à-dire comme des aides au logement social, en fait. Hein, c'est des aides qui permettent d'intervenir sur le bâtiment et qui sont des crédits délégués dans les territoires. Il y a une seule aide qui n'est pas une aide à la pierre, en fait, dans le régime des aides de l'agence, c'est MaPrimeRénov' par geste. Dit de façon encore plus concrète, un ménage qui veut par exemple, sortir qui a une maison individuelle et qui veut changer
son système de chauffage au fioul ou au gaz en faveur d'un système électrique de type pompe à chaleur, va plutôt s'orienter vers une demande donc nationale, pas une aide à la pierre. Et là, c'est effectivement l'ANA centrale qui va traiter son dossier. L'ensemble des autres aides est traité dans les territoires. Voilà. Et c'est ça le régime des aides à la pierre. Ensuite, par rapport aux difficultés dans les centres-bourgs, je pense que vous avez raison, Madame, de pointer que par rapport à cette question, on pourra développer dans un webinaire ou en tout cas un type de rencontre similaire. Mais en tout cas, je voulais pointer le fait qu'il y a une expérimentation possible qui a été ouverte par l'agence maintenant depuis de nombreux mois pour pouvoir traiter les petites copropriétés, les petits immeubles collectifs en centre ancien avec des mesures qui sont un peu moins draconiennes, j'ai envie de dire, par rapport aux atteintes de gains énergétiques, parce qu'il y a des enjeux patrimoniaux, parce qu'il y a des enjeux, je dirais, de tissu urbain tout à fait spécifiques dans ces centres-bourgs ou dans les villes moyennes, et même d'ailleurs dans des grandes agglomérations. Donc le régime des petites copropriétés dans ce type de centre ancien peut bénéficier en tout cas d'une expérimentation qui déroge à la règle de droit commun qui s'applique sur l'ensemble du territoire national. Et puis sur le manque de levier financier, je pense qu'il y a plusieurs sujets derrière tout ça. Il y a des sujets effectivement d'ingénierie, il y a des sujets aussi de capacité à compléter les aides nationales. Et en tout cas, c'est des points sur lesquels l'ANA centrale est toujours en appui des services déconcentrés de l'État, donc des services du préfet, pour venir examiner la volonté des élus locaux par rapport à leur politique locale en matière d'habitat privé et essayer de trouver des voies et moyens leur permettant de commencer voilà, une politique en faveur de l'habitat privé et puis de l'étoffer progressivement au fil du temps en fonction, bien évidemment, de leur capacité financière. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, je crois qu'on a épuisé les questions. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications très précieuses pour l'ensemble des adhérents. Et ce qui, j'imagine, appellera d'autres questions, mais l'idée étant voilà, de poursuivre ces webinaires pour donner encore plus d'informations aux élus sur ce que propose l'ANA et comment elle peut accompagner les communes et les intercommunalités dans tous leurs projets voilà, de rénovation de l'habitat. Merci encore et à bientôt. Alors. Bien, écoutez, merci également à vous pour votre écoute et pour ces questions riches et pleines de sens et à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir.